Noël, Edgar Poe. J'essaye de m'améliorer. J'ai sorti un mètre ruban. Je peux mesurer exactement là, 95 cm, exactement là. Et je devrais pouvoir mieux régler mes objectifs là. Noël, Edgar Poe 2. Edgar Poe meurt à l'âge de 40 ans, à Baltimore, que les gens de là-bas disent Baltimore. Et à Baltimore, il y a la tombe d'Edgar Poe. Ce livre a reposé sur la tombe d'Edgar Poe. On charge des fréquences des morts. On les emmène avec soi. Sinon, ça servirait à quoi d'avoir un livre? Il suffit de l'ordinateur. En même temps, l'ordinateur, c'est bien pratique. Là, j'ai la bibliothèque Edgar Poe. Ce bouquin-là, que j'ai toujours trouvé... Le titre est génial. Edgar Poe et l'art d'inventer. Après, dans le bouquin, c'est tout chargé de psychanalyse. C'est chez Klingsik, mais ça a bien vieilli. Mais l'art d'inventer, vous vous rendez compte? La biographie de George Walter, elle est un peu âgée maintenant. Alors, mais là, justement, c'est sur ordi, sur mon Kindle et tout ça. J'ai au moins 2 biographies, une édition critique, une édition aussi de Harvard, qui est une suite d'études extrêmement précises. Puis évidemment, les textes eux-mêmes, Tales of Mystery and Imagination. Par exemple, là, le portrait ovale, c'est le château dans lequel mon domestique s'était avisé de pénétrer de force. Eh bien, chez Edgar Poe, the château into which my valet has ventured to make forcible entrance. The château. On va y entrer dans le château. Alors évidemment, nos portes d'entrée dans Edgar Poe, c'est ce qui trouble, c'est le malaise. C'est cette question du fantastique. Par exemple, Portrait ovale, il y a une longue amitié qui remonte à ses 20 ans avec un peintre qui s'appelle Robert Sully. Robert Sully lui-même, le petit-fils d'un peintre avec sa réputation, Thomas Sully. Et Thomas Sully aurait fait un portrait de Frances Allan, la mère d'Edgar Poe. La relation de Robert Sully et d'Edgar Allan Poe semble se renforcer. En tout cas, c'est dans les dernières années même que Poe s'héberge souvent chez Robert Sully, que Sully laisse aller son travail pictural en dessinant, en interprétant, en peignant le fantastique et des œuvres de Poe là où elles dérangent le réel. C'est compliqué comme relation. Et puis des portraits, des gribouillages et tout ça. Mais ça, les portraits d'Edgar Poe par Sully, ses carnets, ses esquisses, sketches, détruits, disparus. Par contre, il reste cette aquarelle. Alors cette aquarelle, c'est Robert Sully recopiant le portrait de la mère d'Edgar Poe par son grand-père, Thomas Sully. Sully, quand il a séjourné à Londres, et c'est une part de son œuvre, d'ailleurs peut-être la plus consistante, solide, passe beaucoup de temps, évidemment. Comment ça apprend les peintres? Comment ça apprend les écrivains? Pourquoi là, nous, on est chez Edgar Poe? Eh bien, c'est à la Tate Gallery, au British Museum, et puis copier, copier, copier. Donc on peut supposer que son aquarelle ovale, avec ce portrait de Frances Allan, mais avec étape indirecte du portrait préliminaire, elle garde de la fidélité. Simplement, Poe, qu'est-ce qu'il y voit? Lui qui a perdu sa mère si jeune. Est-ce qu'il voit le tableau? Ou est-ce qu'il voit ce qu'il y a derrière? Le titre original de l'histoire, c'est « Life as Death ». La vie comme la mort, la vie en tant que mort. Alors c'est lui-même ensuite qui, à mesure des republications, l'intitule « Oval Portrait ». C'est un texte tardif. Poe meurt en 1849 et pour nous c'est important parce que, par exemple, ce texte date de 1842 et c'est en 1844
qu'il y a une espèce d'assomption, d'écluse. Vous savez, c'est à New York, je ne sais même pas si c'est pas directement dans The New Yorker, auquel Poe finit par accéder. Et puis, dans ces journaux qui ont à cœur de soutenir les progrès, les exploits, les prouesses de l'humanité, c'est leur rôle en 1925, là, dans le New York Times, Lovecraft, là, sur lequel je bosse en détail, c'est toujours le cas. Lindbergh, 1927. Eh bien, en 1844, paraît dans le New Yorker le récit d'un type qui a franchi l'Atlantique en ballon, figurez-vous. Et ensuite, quand c'est repris en revue, le titre d'Edgar Poe, The Balloon Hoax. Alors, hoax, nous, on sait ce que c'est avec Internet. C'est ça tout le temps sur Facebook. Ah, c'est dès que faites passer à tous vos amis le truc que Facebook fait une nouvelle règle sur l'appropriation des photos. Ça se tasse un peu maintenant. Il y en a un autre qui remplace dans les hoax. C'est dire, ah, si vous dites à vos amis de republier par copier-coller ce texte, et comme ça vous verrez que, etc., etc., etc. C'est du hoax. Il y a la version fake news. Ben justement, fake news, c'est ça qui est génial. C'est quoi le mieux à quoi peut prétendre un auteur de fiction? Faire que sa fiction soit considérée comme réelle. Et donc la prouesse d'Edgar Poe, en 1844, dans The New Yorker, c'est que le récit de ce type qui a traversé l'Atlantique en ballon soit considéré comme vrai. Mais c'est l'aboutissement déjà de 15 ans d'écriture. Il commence par ces textes les plus fantastiques, les plus liés au fantastique européen, à la vieille tradition du fantastique, jusqu'à aller à l'endroit où, entre la réalité et l'invention d'écriture, les deux se balancent. Et ça, je crois qu'il faut toujours avoir ce chemin en tête, y compris lorsqu'on lit le portrait ovale. Le château dans lequel mon domestique s'était avisé de pénétrer de force plutôt que de me permettre déplorablement blessé comme je l'étais. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, le narrateur, est-ce qu'il est diminué? Est-ce que très souvent on aura ça chez Edgar Poe. Le narrateur, il ne peut pas exercer ni sa force, ni sa lucidité, ni manier ou agir sur le réel, déplorablement blessé. Vous verrez que ce texte qui est extrêmement court, 3 pages et demie du Pléiade, une de ses caractéristiques, c'est que le narrateur est absent à la fin. Il est comme avalé lui-même par son propre texte. Mais ce déplorablement blessé, ça veut dire que vous êtes en condition uniquement réceptive. Vous vous en remettez à ce qui est autour de vous. Et ce qui est autour de vous, c'est une maison abandonnée, château, dans lequel, par discrétion, en tout cas, il est meublé, tout est ouvert, disponible. On force l'entrée quand même. Mais par discrétion, on va se réfugier dans une aile, pas du tout dans les pièces les plus centrales. Et puis là, la pièce la plus modeste qu'on trouvera, mais même cette pièce modeste, elle est couverte de peinture. Et donc elle se redédouble dans un univers de représentation fractionnée, stratifié dans le temps, qui fait que ce château que vous occupez illégalement, provisoirement, va se redéplier lui aussi par toutes ces strates de représentation dans le temps et dans l'espace. À cause de quoi? À cause de la nuit. Et la nuit va être l'agent de la transformation de l'image. Plus le livre. Vous allez voir qu'ici, dans le portrait ovale, ce qu'on invente, c'est en quoi la variation de lumière change l'image. Il n'y a pas l'image sur le mur et que l'image soit fixe en tant que représentation donnée. C'est que c'est votre propre geste en l'éclairant qui va la produire comme image, et image qui perdra sa nature, sa fixité,
sa stabilité pour devenir question. Elle sera relayée par le livre. C'est compliqué en 3 pages et demie. Désolé. Plutôt que de me permettre, déplorablement blessé comme je l'étais, de passer une nuit en plein air, était un de ces bâtiments, mélange de grandeur et de mélancolie, qui ont si longtemps dressé leur front sourcilleux au milieu des Apennins. L'Europe, le lointain, la vieille tradition des montagnes. Aussi bien dans la réalité que dans l'imagination de Mistress Radcliffe. Est-ce qu'on prend un décor réel? Non. On prend, c'est quoi Radcliffe? Le château du Dolph. C'est-à-dire qu'on crée son décor, non pas dans la réalité, mais dans les perspectives imaginées par le roman gothique. Longtemps après Madame Radcliffe. Selon toute apparence, il avait été temporairement et tout récemment abandonné. La double occurrence du temps comme elle est importante. Nous nous installâmes dans une des chambres, le mot chambre, les plus petites, les moins somptueusement meublées. Et là, c'est Baudelaire. Les moins somptueusement. Ces mots de 5 syllabes. Ça, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais revenir en arrière de Baudelaire sur Edgar Poe. Est-ce que vous l'utilisez, vous, l'adverbe somptueusement? Tiens, moi, je vais l'utiliser 3 fois dans ma vie quotidienne. Les prochaines 48 heures, rien que pour voir. Elle était située dans une tour écartée du bâtiment. Sa décoration était riche mais antique et délabrée. Les murs étaient tendus de tapisseries et décorés de nombreux trophées héraldiques de toutes formes. Et comme déjà les murs perdent leur réalité par la multiplication de ces choses héraldiques de toutes formes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroi, il y a une espèce de masse qui se déploie dans la nuit et qu'on ne peut pas identifier, ainsi que d'une quantité vraiment prodigieuse de peintures modernes, pleines de style, dans de riches cadres d'or d'un goût arabesque. Et comme le moderne vient ici, c'est-à-dire précisément peut-être parce qu'on est dans la chambre la moins somptueuse, la plus écartée, c'est là où on a laissé venir le moderne. Toutes ces occurrences sont importantes. Je pris un profond intérêt, ce fut peut-être mon délire qui commençait, qui en fut cause. Ça, c'est la leçon que reprendra H.P. Lovecraft. C'est-à-dire le déplorablement blessé du narrateur. À quoi il sert? Eh bien, c'est que ce qu'il perçoit et vous transmet comme étant le strict témoignage de ce qu'il a vu. C'est pour ça que je parlais de ce Baelon Hu. C'est pour ça que je parlais de ce texte que Baudelaire a traduit sous ce titre Le canard au ballon. Bon, un canard, c'est un truc qu'on met dans la presse, mais la traduction canard au ballon, non, c'est pour mieux dire canular de la traversée en ballon, ça aurait mieux marché. Mais où est l'instance de vérité si le narrateur vous dit que justement parce que blessé, parce que malade, il ne peut pas lui-même attester de ce dont, pour vous, il témoigne. Le récit est relation, mais relation du réel ou relation de la perception du réel par le narrateur qui, trop affaibli en lui-même, blessé, son corps ne peut pas percevoir comme il devrait. Je pris un profond intérêt à ces peintures qui étaient suspendues non seulement sur les faces principales des murs, mais aussi dans une foule de recoins que la bizarre architecture du château rendait inévitable, si bien que j'ordonnai à Pedro, on apprend le nom du domestique, de fermer les lourds volets de la chambre puisqu'il faisait déjà nuit. En fermant les volets, qu'est-ce que tu changes par rapport à l'éclairage? Rien, de toute façon, on est dans la nuit. Mais tout d'un coup, cette fermeture, c'est comme si les murs, ces murs qui n'ont pas de limite parce qu'ils sont remplis de niches, se refermaient, cloche sur le narrateur. Ce qu'on retrouvera avec le puits et le pendule. D'allumer un grand candélabre, et ça c'est important. La lumière va devenir le geste ou la propriété du narrateur.
à plusieurs branches placées près de mon chevet, et d'ouvrir tout grand les rideaux de velours noir garnis de crépines qui entouraient le lit. Alors ces lits à baldaquin, où pour la température, l'intimité, on avait des rideaux qui fermaient. Pour nous, bien penser que s'il donne aux domestiques l'ordre d'ouvrir grand le baldaquin, c'est-à-dire que lui, il est dans une chambre dans la chambre. C'est-à-dire le lit devient outil optique de la perception de ce qui l'entoure. Or, le lit, lui, il est bien rectangulaire, alors que les murs ne sont plus une limite close. Je désirais que cela fût ainsi pour que je puisse au moins, si je ne pouvais pas dormir, me consoler alternativement par la contemplation de ces peintures et la lecture d'un petit volume que j'avais trouvé sur l'oreiller et qui en contenait l'appréciation et l'analyse. Arrivé du livre dans le livre. Détail? Non. Je lus longtemps, longtemps. Je contemplais religieusement, dévotement. C'est quoi la phrase chez Edgar Poe? Long, long I read and devoutly, devoutly I gazed. Long, long I read. Je lus longtemps, longtemps. And devoutly, devoutly. Eh bien, Baudelaire met les deux acceptions du sens. Je contemplais religieusement, virgule, dévotement, religieusement, dévotement. Il y avait le rythme en 5-4 qui tout d'un coup démultiplie la phrase. Et long, long I read, je lus longtemps, longtemps. Tout est inversion des fonctions de mots pour arriver à ce que l'effet soit le même. Les heures s'envolèrent rapides et glorieuses. Encore, occurrence du temps. Travail sur l'image, le portrait ovale. Ben oui, mais à condition du temps. Et c'est la récurrence du temps qui change le statut de l'image. Le profond minuit arriva, la position du candélabre me déplaisait. Je plaçais l'objet de manière à jeter les rayons en plein sur le livre. C'est-à-dire que la lumière, au lieu d'éclairer du lit ce qui l'entoure, il la rapporte à ce qu'il est en train de lire, son récit. Mais l'action produisit un effet absolument inattendu. Je ne vais pas lire intégralement, on fera des lectures intégrales bientôt. Et c'est là, bien sûr, que dans cette mise en scène, un point qu'il avait négligé, un point qui était invisible, devient le lieu obsédant, distant de ce à quoi lui est attaché. J'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille, déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide, et je fermai les yeux. Pourquoi? Je ne le compris pas bien moi-même, tout d'abord. Mais pendant que mes paupières restaient closes, j'analysais rapidement la raison qui me les faisait fermer ainsi. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement et le nombre de verbes. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, gagner, penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, m'assurer, tromper, pour calmer et préparer une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais. Le regard est lesté de 6 verbes répartis par couple. Je ne pouvais pas douter, quand même, je l'aurais vu que je n'y visse alors très nettement, car le premier éclair du flambeau sur cette toile avait dissipé la stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés. Alors, il est bien clair, bien évident que c'est la distorsion intérieure de sa propre subjectivité qui fabrique l'image à distance. Et m'avait rappelé tout d'un coup à la vie réelle. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille, une simple tête avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique, style de vignette, beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Quel Sully? Thomas Sully, le grand-père, ou Robert Sully, son ami? Le bras, le sein et même les bouts de cheveux rayonnants. Vous voyez que tout d'un coup, là, maintenant, celui qui écrit est dans l'image. Il touche les seins, touche les cheveux.
Le bras, le sein, même les bouts des cheveux rayonnants. Et là, Baudelaire, c'est là qu'il apprend les fleurs du mal, les futures pièces condamnées des fleurs du mal. Elles naissent d'où? Elles naissent de l'obligation de traduire la prose rythmique obsessive d'Edgar Poe. Le cadre était ovale. Et tout d'un coup, l'image disparaît. Il n'y a plus que la forme ovale qui la contient. Et là, ouais, c'est du génie. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même, bien sûr, si c'est une aquarelle faite d'après un portrait de sa mère morte. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie, nanana, nanana, je vais en laisser passer un peu. À la longue, tout en faisant ces réflexions et très vivement, je restais à demi étendu, à demi assis. Là, ce qui est formidable, c'est que la peinture est fixe, mais le narrateur, lui, s'est élevé au-dessus de son lit. Il est suspendu dans la nuit. Il flotte dans la nuit. Une heure entière peut-être, les yeux rivés à ce portrait. Une heure peut-être. Encore cette diction obsessive de la durée et du temps, qui fait que le temps fabrique ce qui va être le coût final de la construction. On y est bientôt, rassurez-vous. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissais retomber sur le lit. C'est-à-dire, quand tu lâches la tension de l'esprit, boum, il n'y a plus la suspension, le flottement dans la nuit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale, absolument adéquate à la vie elle-même, qui d'abord m'avait fait tressaillir et finalement m'avait... Trois adjectifs: confondu, subjugué, épouvanté. Avec une terreur profonde et respectueuse, je replaçai le candélabre dans sa position première. Tu enlèves la lumière que tu tiens, l'image se replie dans son calme. Elle n'interfère plus avec ta terreur. Ayant ainsi dérobé à ma vue la cause de ma profonde agitation, je cherchais vivement le volume qui contenait l'analyse des tableaux et leur histoire. Allant droit au numéro qui désignait le portrait ovale. C'est bien, tu regardes le guide, moi je regarde bien mes bouquins, c'est pareil. J'y lus le vague et singulier récit qui suit. Et là, c'est totalement aberrant, quoi. C'est-à-dire, tu viens d'avoir cette scène, et puis tu as cette... Non, allez, maintenant, je vous dis ce que j'ai lu. J'ai lu le vague et singulier récit qui suit. Et là, il y a cette relation qui fait quand même une bonne page et quelques. Qui la raconte? On ne sait pas. C'est un point de vue objectif. Est-ce que c'est le même narrateur? Non, puisqu'il le lit dans le livre. Qui a écrit le livre? Qui raconte l'histoire? Eh bien, tout simplement, on crée une place vide. Et donc c'est vous, lecteur du récit du narrateur blessé, qui s'héberge clandestinement dans ce château provisoirement vide. On a créé devant vous ce vide, le lit comme cage à lumière, les murs qu'on n'arrive pas à rejoindre, les volets fermés qui disent qu'extérieurement il y a quand même une frontière. Et puis là, le livre qui remplace. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise qui a écrit le livre? Pourquoi il le sait, l'auteur? Ça, c'était une jeune fille d'une rare beauté, she was a maiden of rarest beauty, et qui n'était pas moins aimable que pleine de gaieté. Vous voyez, comme la phrase tout d'un coup revient. Mais quoi, c'est la phrase peut-être justement des romans de Radcliffe. Et maudite fut l'heure où elle vit et aima et épousa le peintre, lui passionné, studieux, austère, et donc la figure de l'artiste. Un grand artiste ou un petit artiste? Et là, on va se retrouver dans quelque chose qui est exactement comme le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Probablement Poe ne connaît pas le texte de Balzac, qui pourtant date d'une dizaine d'années avant celui-ci. Ayant trouvé son épouse dans son art.
vieille lune, lune 19e siècle, la passion d'un côté, la légitimité à manger ce qui t'entoure, parce que toi t'es artiste. Ce fut une terrible chose pour cette dame que d'entendre le peintre parler du désir de peindre, l'absolu du désir de peindre, même sa jeune épouse. Et là on est dans le chef-d'œuvre inconnu. Ce fut une terrible chose pour cette dame que d'entendre le peintre parler du désir de peindre même sa jeune épouse. Mais elle était humble et obéissante. C'est normal, c'est une femme. Et elle s'assit avec douceur. C'est normal, c'est une femme. Pendant de longues semaines, encore le temps. Mais vous voyez là, c'est plus l'heure, c'est plus abandonné récemment, c'est de longues semaines dans la sombre et haute chambre de la tour. La peinture est à l'endroit où on l'a fabriquée. Si Edgar Poe voit dans cette aquarelle de Robert Sully l'image dont il ne dispose plus du portrait par Thomas Sully, son grand-père, de Frances Yates, sa mère, l'image n'est plus qu'à l'intérieur de lui. On vient dans la chambre intérieure où il y a l'image transposée, indirecte de la mère. C'est pas de la psychanalyse, c'est de l'optique. Où la lumière filtrait sur la pâle toile seulement par le plafond. Mais lui, le peintre, mettait sa gloire dans son œuvre qui avançait d'heure en heure et de jour en jour. Encore l'écriture du temps, tout le temps. Et c'était un homme passionné, étrange et pensif qui se perdait en rêverie. Mais toi, là, Edgar Poe, qui écrit une histoire fantastique, tu n'es pas un être passionné et étrange et pensif qui se perd en rêverie. Est-ce que c'est pas aussi une définition que Baudelaire, le traducteur, accepterait pour lui-même, si bien qu'il ne voulait, bon là ça reviendra à l'histoire du vouloir aller dans tout le 19e siècle, chez Nerval, chez Baudelaire, chez Gautier, chez Balzac, évidemment, à la recherche de l'absolu. Comment le vouloir peut changer le réel autour de toi. Chez Edgar Poe, on le verra plus avec William Wilson, ou des textes de ce genre-là. Que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme. Motif récurrent que la consomption des êtres s'ils sont féminins. Cependant, elle souriait toujours, et toujours sans se plaindre, parce qu'elle voyait que le peintre, qui avait un grand nom, prenait un plaisir vif et brûlant. On est passé du désir au plaisir, dans sa tâche, et travaillait nuit et jour. Tout d'un coup, là encore, le temps qui va se fondre, disparaître, mais on est toujours dans l'écriture du temps avant quoi que ce soit d'autre, pour peindre celle qu'il aimait si fort, mais qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Bon, on a compris la fin. En vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille, et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Adverbe de 6 syllabes. Oh, la joie pour Baudelaire, traducteur. Mais à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, personne ne fut plus admis dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail. Au bout de l'art, la folie. Normal. Il détournait rarement les yeux de la toile, même pour regarder la figure de la femme. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, le narrateur blessé, qui avec son candélabre a éclairé la figure? Il ne voulait pas voir que les couleurs qu'il étalait sur la toile étaient tirées des jours de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, encore occurrence du temps, ça doit être une des dernières, qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, encore le chef-d'œuvre inconnu, quand il ne restera plus que de ce brouillage qu'un pied nu. Mais ce pied nu, lui, absolument réel, parfait. Ça, c'est Balzac. Là, chez Edgar Poe, c'est autre chose. Mais Balzac nous aide à comprendre Edgar Poe. L'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors, répétition du « et alors »,
Et c'est cette répétition qui fabrique le passage à la fiction. Elle est chez Edgar Poe aussi. And then the brush was given. And then the tint was placed. Quand on dit que Baudelaire ce serait à refaire, ben non. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé. The tint, le glacis. Qu'est-ce qu'on garde? On garde la rémanence de la lettre I. Est-ce que la teinte et le glacis, c'est la même chose? Franchement, je m'en fous. Par contre, où est-ce qu'il est placé, le glacis? Qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil. Et ça, par contre, qu'est-ce que tu enlèves tout à la fin? Le souffle et la vue. L'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, alors le glacis fut placé, bouche, œil. Et pendant un moment, le peintre, un moment, c'est tout ce qui reste du temps à la fin, se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Alors là, Baudelaire, tu me souffles. The painter stood entranced before the work which he had wrought. The work he had wrought. Baudelaire se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé. Mais une minute après, dernière occurrence du temps, 1 minute. Comme il contemplait encore, il trembla, devint très pâle, fut frappé d'effroi et criant d'une voix éclatante « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Là, dans mon petit poche anglais, on passe titre, c'est le roi Peste ensuite. Chez Baudelaire, c'est la toute dernière des nouvelles histoires extraordinaires. Étrange choix, mais il y a toujours cette fin. Et oui, sans cette fin, qu'est-ce qu'il advient du premier narrateur? Qu'est-ce qu'il advient du livre? Qu'est-ce qu'il advient de la toile? Il n'y a plus rien. Et c'est-à-dire que la seule continuité, c'est la description du temps qui passe de la scène initiale au récit qu'on vient de lire. Et l'action, la fascination, peur, répulsion de l'image, elle est avant qu'on revienne au livre. Ça veut dire que ce qui se passe ici dans le récit qu'on transporte du livre et dont on vous donne la lecture linéaire, il n'a pas de durée. C'est-à-dire que l'accomplissement du récit, il est avant ce temps où vous-même, vous n'avez plus besoin du narrateur, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de narrateur. C'est pour que la lecture soit comprimée dans un espace qui n'a pas de temps. Et à ce moment-là, l'ovale, du portrait ovale, je crois que on l'a intégré pour nous. Et on peut partir, nous, à travers le portrait ovale, sans savoir l'histoire de Robert Sully, peignant à l'aquarelle pour son ami, l'image du portrait de la mère de l'ami, peinte par son